Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des bases de l'investissement. Donc au début de on va parler de tout l'aspect qualitatif, on va dire, et après on va parler de l'aspect quantitatif. Donc on va voir, je vais analyser un bilan annuel en fait, où, où je vais tout expliquer en fait, tout ce qui est, enfin comment déchiffrer un bilan annuel et tout ça. En fait, un bilan annuel c'est en fait les sociétés chaque an elles donnent un bilan en fait où elles parlent et elles sont obligées de donner leurs chiffres et voilà. Donc elles marquent leurs chiffres et en fait c'est comme ça qu'on a déterminé certaines choses sur les sociétés en fait. Donc d'abord le but d'un investissement c'est de récupérer son argent rapidement et avec certitude. Donc le plus rapidement possible et le plus c'est pour ça que qu'on fait ça en fait, c'est ça le but. Faut garder ça en tête parce que ça va permettre d'expliquer autre chose après quoi. Donc c'est ça le but du jeu, c'est de récupérer son investissement avec certitude le plus rapidement possible bien sûr. Donc moi ce que j'aime bien dans l'investissement c'est que c'est un peu comme un champ de bataille en fait, choisir son armée et c'est l'armée que si tu as fait le bon choix, tu es récompensé, sinon tu perds et c'est toi qui subis les pertes, il y a pas de c'est pas quelqu'un d'autre qui va subir les pertes ou les gains, c'est toi qui prends le risque, donc c'est toi qui récolte les fruits ou bien qui récolte la tempête, si je puis dire. Donc, ok. Alors déjà, qu'est-ce que c'est moi là on va parler plutôt des actions. Donc qu'est-ce que c'est les actions? Les actions c'est des parts dans une entreprise. Donc en gros c'est comme si vous étiez propriétaire d'une entreprise en gros. Sauf que là vous êtes propriétaire d'une part d'une entreprise. Mais ça fonctionne exactement de la même manière, sauf que en fait quand vous êtes propriétaire d'une entreprise entière, c'est vous qui prenez les décisions. Et là, c'est pas vous qui prenez les décisions, c'est déjà c'est le dirigeant, mais vous pouvez choisir le dirigeant. En fait, c'est après il y a eu un vote. Et en fait, si par exemple vous avez 25% des parts d'une entreprise, vous allez pouvoir voter à 25% pour le prochain dirigeant, par exemple, pour toutes les décisions qui peuvent avoir lieu dans l'entreprise, en fait. Enfin, en simplifiant, c'est ça, quoi. Bon, déjà, faut pas faire l'erreur de comparer ça à une voiture, par exemple. Par exemple, je connaissais quelqu'un, il comparait ça aux voitures, genre des parts dans une entreprise, c'est pas pareil, parce que une voiture, elle va pas générer de profit, en fait. Et donc c'est pas ça le but d'une voiture. Le but d'une voiture, c'est de t'amener d'un point A à un point B, quoi. Alors que là, le but, c'est vraiment de générer des revenus, donc le cash flow en fait. En français, les flux de trésorerie. Donc c'est-à-dire, est-ce que le cash va augmenter ou est-ce qu'il va diminuer? C'est vraiment ça le plus important quand on fait un investissement ou enfin dans une action par exemple. Alors, ouais, déjà petite précision, une entreprise, elle peut ne pas être en croissance et générer des revenus. En fait, c'est très simple. Si imaginons elle est en décroissance, mais que ses bénéfices ils augmentent, donc ses marges elles augmentent. Par exemple, si elle vend ses marges en fait, c'est quand par exemple, tu vends un stylo, tu augmentes le prix et ton coût de fabrication il reste le même, bah tes marges elles vont augmenter quoi. Pourtant, ta croissance, par exemple, ton chiffre d'affaires, chiffre d'affaires, c'est toutes les ventes totales, bon là c'était mauvais exemple, mais elles peuvent rester stables et la marge peut augmenter quoi. Ouais, c'est un peu. En gros, par exemple, pour reprendre l'exemple du stylo, c'est comme si tu vends un stylo 10 euros et que le lendemain tu le vends 9 euros, sauf que tes coûts de enfin, sauf que tu fais plus de marge quand tu le vends à 9 euros qu'à 10 euros, c'est-à-dire que ça te coûte moins cher à fabriquer en fait, et du coup tu peux réduire ton prix, et enfin voilà, vous avez compris quoi. C'était un petit détail, mais d'importance. En gros, en fait, pour chaque investissement, il faut se poser la question. En fait, ce qu'il faut faire, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est le cash flow. En fait, partir du cash flow. Donc, en gros, il faut déterminer. La question, en fait, c'est quel va être les futurs cash flows générés par l'entreprise. Est-ce qu'ils vont augmenter, est-ce qu'ils vont baisser?
et en fonction des futurs cash flows générés, on va pouvoir déterminer un prix qu'on est prêt à payer. Donc pour ça, je vais détailler un peu dans une prochaine vidéo qui va s'appeler avec la technique de la DCF qui s'appelle la Discounted Cash Flow. En gros, ça va tenir en compte, on va prendre une période de 10 ans. Bon, parce qu'en fait, la valeur d'une, en fait, pour expliquer en fait la valeur d'une entreprise, la valeur intrinsèque d'une entreprise, ça va être égal au futur cash flow généré par cette entreprise. Donc par exemple, si vous achetez une action pour simplifier, si on achète une action Apple à 3000 $, ça veut dire que jusqu'à la mort de Apple, imaginons que, prenons l'exemple de que Apple survive encore, nous on prend 10 ans parce que on prend une période de 10 ans, c'est pour simplifier. Ça veut dire que dans 10 ans, Apple va générer 3000 $ par action environ quoi. Et après, il faut tenir en compte aussi le fait que l'investissement minimum qu'on est prêt à accepter, donc par exemple si on est prêt à accepter un investissement de minimum 10%, ben on va soustraire 10% par an à chaque investissement. Bon, ça, à chaque fois que l'entreprise va générer des cash flows en fait. Et après, avec ça, on va déterminer la valeur intrinsèque. Donc je ne vais pas détailler dans cette vidéo, c'est assez simple à comprendre. Après, la technique de la DCF, c'est une technique simple qui permet de se donner un ordre d'idée, mais c'est pas une technique fiable à 100%, quoi. Il n'y a aucune technique qui est fiable à 100%, mais au moins ça donne l'avantage de déterminer un prix, de se donner une idée et donc voilà, c'est ça le truc. Donc si vous voulez voir la vidéo, je vais mettre un lien en dessous. Mais là, on va continuer de parler de ce que j'ai dit. Donc en gros, la valeur en bourse, elle peut être différente de la valeur intrinsèque en fait. Chaque personne va déterminer une valeur intrinsèque qu'il estime intéressante quoi. Enfin parce qu'après il y a les spéculateurs, mais prenons les exemples des simples investisseurs. Ils vont Le but d'un investissement, c'est ça, on va déterminer une valeur intrinsèque et on va voir la valeur que ça a en bourse. Et le but c'est d'acheter en dessous de la valeur intrinsèque. Et en fait ça va nous permettre donc par exemple, on peut se fixer 25% en dessous de, par exemple la valeur en bourse, c'est on va se dire on va payer 25%, on est prêt à payer 25% moins cher, comme ça nous donne une marge de sécurité parce que l'investissement c'est pas une science exacte et ça nous permet en fait il faut avoir une marge de sécurité tout le temps quoi. Donc la marge de sécurité c'est à vous de la fixer mais on peut se fixer des marges. Par exemple, moi je me fixe 50% et 25% si je suis vraiment plus sûr de moi, mais je préfère prendre 50%, quoi. Mais chacun voilà, va déterminer sa marge de sécurité. L'important c'est d'en avoir une, quoi. Donc le but c'est d'acheter quand la valeur intrinsèque est inférieure à la valeur réelle, enfin la valeur de l'action, quoi. Parce que le marché il peut être complètement le marché, c'est-à-dire l'ensemble des acteurs sur le marché, c'est-à-dire vous, moi, votre voisin qui a des actions, il peut être émotionnel, c'est-à-dire il va pas être rationnel. Et par exemple, prenons l'exemple de 2000. Des fois, il y a des crises irrationnelles comme ça. Donc voilà, faut garder ça à l'esprit. Le marché, il, est, il donne juste un prix, mais ça veut pas dire que c'est le bon prix, quoi. Donc en gros, nous, l'idée, c'est qu'on veut acheter en fait Prenons l'exemple d'un château en fait. C'est comme si on achetait un château. On veut que le château il soit bien protégé. Donc, c'est-à-dire quand on achète on va dire un château, eh bien on veut que les envahisseurs ne puissent pas envahir le château, quoi. Et donc on va prendre un château avec des douves, avec des avantages concurrentiels en fait. Faut s'imaginer ça en fait. Les défenses du château, les murailles, tout ça, ça va être l'avantage concurrentiel qu'on a par rapport aux autres. Parce que quand on génère des profits, il y en a toujours d'autres qui vont venir pour essayer de générer aussi des profits. Et donc c'est ça le but, c'est de garder ses profits. Et voilà, les concurrents sont un peu comme, on va dire, des adversaires qui essaieraient d'envahir le château. Donc il faut avoir un bon château. Donc pour ça, par exemple, je vais prendre l'exemple, un avantage concurrentiel ou bien on a un fossé en anglais c'est moat, c'est par exemple, imaginons qu'il y a un fossé devant le château qui protège.
Ben, un défaussé, ça peut être par exemple la marque, par exemple Coca-Cola, c'est une marque solide qui est là depuis que tout le monde connaît, qui est dans l'esprit des gens, etc. Et ça leur donnait un avantage. Ou ça peut être un avantage technologique. Ça, c'est un peu plus compliqué. C'est par exemple, imaginons qu'une marque, prenons l'exemple de Tesla, elle a réussi à venir parce qu'elle a généré, elle avait technologiquement, elle avait un avantage en fait sur les autres. Et aussi après, on peut dire que il y a aussi un autre paramètre qui rentre en compte, ça va être l'avantage de ce qu'on appelle en anglais first mover advantage. En gros, agir en premier avant les autres, tu vas avoir un avantage. Donc Tesla, ils ont agi avant sur l'électrique, personne n'y croyait. Du coup, ils ont un avantage parce qu'ils sont bougés avant les autres, quoi. Ils vont avoir du temps d'avance. Ça peut être un avantage. Il y a plein d'avantages et après, c'est à chacun de déterminer l'avantage en fonction des, des aptitudes de chacun. Ça peut être aussi une économie d'échelle, par exemple. Si on produit beaucoup, on va réduire les coûts globaux. Et quelqu'un qui va arriver, qui va essayer de nous concurrencer, il va avoir besoin de beaucoup de capitaux, beaucoup d'argent pour se lancer. Alors que donc ça va nous donner un avantage, quoi. Après, un autre avantage, ça peut être l'effet de réseau ou la viralité, par exemple pour Facebook. Une personne qui va sur Facebook, elle va en parler à deux personnes vont en parler à quatre personnes, etc. Et plus tu as un réseau important, plus après les autres ils peuvent plus en revenir, quoi, parce que si tu veux créer un autre Facebook, c'est chaud parce que tout le monde est déjà sur Facebook, quoi. Donc voilà, donc il y a plein de choses comme ça à garder à l'esprit. Après, faut garder à l'esprit que c'est pas une science exacte, comme je l'ai dit. Il n'y a pas de. Si tu veux, c'est pas genre tu vas faire un calcul. Tu peux, hein, mais c'est pas genre tu fais un calcul et hop, hop, tu vas avoir des performances exceptionnelles par rapport aux autres investisseurs. Des fois, il y a des trucs qui sont un peu plus subtils, par exemple des choses, faut comprendre, faut avoir une vision globale, quoi. Par exemple, tu peux avoir une vision de la psychologie. Parce que la psychologie, ça rentre en compte dans beaucoup de domaines. Si tu t'y connais en psychologie, tu vas savoir comment va se comporter le client et tout ça. Et après, tu peux établir des raisonnements là-dessus. Mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de domaines dans lesquels on peut pousser, quoi. Donc c'est pas que un aspect chiffre. Il y a aussi un aspect quantitatif, enfin qualitatif, je veux dire, à prendre en compte. Donc maintenant, on va prendre un exemple de bilan annuel. En fait, le bilan annuel, c'est assez simple à comprendre. Au début, on pense que c'est compliqué, mais ce qui est bien, c'est que c'est assez simple. Donc en gros, ça va être, il y a trois sections. Je vais le faire en anglais et en français au début. Enfin, je vais le faire en français au début. Donc là, on va prendre Nestlé par exemple. Et en gros, ils vont faire un compte de résultats, un bilan et un flux de trésorerie. Dans le compte des résultats, on va avoir les revenus de la société, les coûts, combien ça lui coûte de vendre le produit, combien ça lui coûte en recherche, en recherche et développement, qu'est-ce que ça lui rapporte en marge nette, etc. Donc en gros, c'est tout ce qui est lié aux bénéfices et au chiffre d'affaires et tout ça, quoi. Donc là, par exemple, là, je vais détailler tous les points dans le rapport annuel. Après ça, là, on est sur un site, mais chaque entreprise, là, après, il y a des rapports annuels plus détaillés, en fait, où on peut voir vraiment en détail. Donc, du coup, il faut voir sur les sites des entreprises, elles donnent leur bilan annuel. Donc là, prenons l'exemple du chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, c'est le chiffre, enfin, ça va être ce qui a généré une société. Donc là, on regarde sur un an, parce qu'après, il y a des bilans trimestriels aussi, mais moi, je regarde plutôt sur un an parce que je suis plutôt long terme. Donc le chiffre d'affaires, ça va être le chiffre généré par l'entreprise. Par exemple, prenons l'exemple de Nestlé, elle vend des yaourts, elle te le vend à 20 euros. Bah, 20 euros, ça va être son chiffre d'affaires multiplié par le nombre de yaourts, quoi. Donc c'est vraiment les marges brutes, quoi. Après, le coût des ventes, ça va regrouper pas mal de choses. Donc il peut y avoir, ça va être par exemple le marketing, tout ça, voilà, les frais d'exploitation, on voit ici.
Tout ça, c'est donc le coût des ventes, c'est 42 milliards, tu as 41 milliards de bénéfices bruts. Et après, tu as des frais d'exploitation ici qu'on peut voir. Donc, ouais, les frais d'exploitation sont de 27 000. Donc là, le coût des ventes, ça, donc voilà. Après, frais d'exploitation, ça va être, par exemple, on a la recherche et développement, les ventes générales, l'administratif et les frais d'exploitation totaux. Voilà. Après, faut regarder coût des ventes. Je sais plus s'il y a. Je crois que enfin, il y a par exemple, il y a le marketing qui rentre dedans. Après, faut voir dans les trucs spécifiques des entreprises, quoi. Après, voilà. Après, donc là, c'est les bénéfices totaux ou les pertes. Donc, c'est-à-dire que on a du chiffre d'affaires et après, ça, c'est les bénéfices qui sont générés par l'entreprise. Après, là, il y a les intérêts. C'est par exemple, si l'entreprise elle doit payer des intérêts sur, par exemple, si elle est endettée, il y a des intérêts. Après, ça, c'est les revenus avant taxes. Donc, voilà, les revenus avant taxes, bah, c'était revenus avant les taxes, quoi. Donc, c'est les bénéfices moins les intérêts. Ensuite, les impôts, ici, voilà. Ensuite, tout le monde sait ce que c'est que les impôts. Ensuite, là, c'est les revenus des activités poursuivies. Ça, c'est en operating income en anglais. Ça, c'est les bénéfices nets. Donc, après, je sais pas la différence vraiment entre les deux. Là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de différence. Mais parce que ça, c'est, on peut, bah, on peut voir les bénéfices nets. Donc, les bénéfices nets, c'est vraiment les bénéfices vraiment nets. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de dépenses, quoi. C'est vraiment ce qui rentre dans les caisses de l'entreprise. Et là, on voit les bénéfices nets pour les actionnaires, donc c'est la même chose. Après, BPA, c'est le bénéfice par action. Donc en gros, ça veut dire, à prendre les bénéfices, on va diviser par le nombre d'actions. BPA dilué, je sais pas trop la différence. Mais ouais. Après, action moyenne, ça c'est toutes les actions qui sont en circulation. Donc là, on voit que, par exemple, si le nombre d'actions elle diminue, normalement le bénéfice par action il devrait augmenter en fait. Ça veut dire que tu as moins de personnes enfin tu as moins de parts en fait. Et donc ça c'est le nombre d'actions, donc on voit par exemple d'un an sur l'autre, là c'est en train de diminuer, donc ça c'est plutôt bien on peut dire, enfin ça dépend, il n'y a pas de bien et de mal, mais ça veut dire que les actions diminuent quoi. Donc c'est à dire que toi si tu as une action, en général ce qui se passe ça va être que l'entreprise elle va racheter des actions et elle va les supprimer en fait, les détruire. Donc c'est pour ça que le nombre d'actions diminue. Après ça, on s'en fout, ça c'est EBITDA, c'est vraiment la douille, pire douille, donc ça veut dire les bénéfices avant les earning before interest, tax, depreciation, amortization, ça veut dire les bénéfices avant les taxes, la dépréciation et l'amortisation. Nous, enfin, je vous conseille de complètement, ça sert absolument à rien ça. Selon Charlie Munger, si vous connaissez. Ça s'appelle Bullshit Earnings. Maintenant, on va voir le bilan. Donc le bilan, ça va être tout ce qui est, en fait, ça nous permet de savoir si l'entreprise elle est stable en fait. C'est-à-dire que si vous, prenons l'exemple de vous, c'est comme si vous aviez plein de dettes et que vous aviez zéro cash, bah on peut se dire que vous êtes dans la merde. Vous n'avez pas, pardon, je vais rester poli. Vous êtes vous êtes en situation périlleuse et vous n'allez pas pouvoir rembourser vos dettes. Par exemple, ça va nous permettre de savoir ça en fait, le bilan. Voilà. Où ça nous permet de savoir qu'est-ce que possède l'entreprise et qu'est-ce que l'entreprise doit à qui. Mais voilà. Donc il y a les actifs. Donc les actifs, c'est tout ce que l'entreprise elle possède et ça peut être du cash, ça peut être des usines, ça peut être n'importe quoi. Donc voilà, la trésorerie. Donc là, c'est la trésorerie, donc c'est tout ce qui est plutôt cash ou investissement, enfin, ce qu'on peut utiliser rapidement, quoi. Par exemple, les espèces ou quasi-espèces, ça va être, je pense, ça va être les, les obligations, je pense, d'État ou, enfin, je sais pas, je suis pas sûr là-dessus, mais en gros, c'est tout est dans le nom, quoi. Espèce ou quasi-espèce, c'est le cash, quoi. Donc ça, on voit le cash
qui est là en fait. Ça c'est les autres investissements. Et ça c'est sa trésorerie totale. Donc ici ça va être voilà, c'est sa trésorerie quoi. C'est-à-dire ce qu'elle a en réserve. Ensuite les créances c'est ce qu'on lui doit en fait. Donc ce que les autres entreprises lui doivent. Ça rentre dans actif aussi. Après l'inventaire ça va être par exemple tout ce qui est dans l'inventaire, on va avoir par exemple, je sais pas, Apple ils vont vendre des iPhones, les iPhones ça va rentrer dans leurs inventaires. Après, faut faire gaffe aussi avec le bilan parce que c'est facilement falsifiable en fait. Parce que, par exemple, imaginons que l'entreprise elle fasse faillite et vont devoir revendre tous les actifs, ils vont pas forcément les revendre au prix qui a marqué sur le bilan parce que des fois c'est un peu exagéré ou des fois ça donne juste un ordre d'idée quoi. Faut pas prendre ça à la lettre quoi. Donc là on voit que c'est le nombre d'actifs totaux. Ça c'est le nombre d'actifs non circulants. Donc terrain, usine, blablabla. C'est bien, ils détaillent bien, ils sont sympas. Ça c'est la dépréciation. C'est en gros quand t'as une imprimante par exemple, elle va perdre en valeur au fil du temps. Donc là on voit que leur inventaire, enfin leurs actifs non circulants, exemple les imprimantes, les usines, ils ont perdu 26 milliards, c'est ça? Non, c'est un milliard. Mais ouais, c'est un milliard. 26 milliards de dollars, c'est en dollars je pense. Voilà. Après, voilà, les investissements nets, voilà, investissement. On a déjà vu. Clientèle, oula, clientèle, je sais pas trop bien ce que c'est. Clientèle, faudrait chercher ça. Après, je connais pas tout. Ça dépend des entreprises. Je sais pas ce qu'ils appellent clientèle, parce qu'une clientèle, c'est bizarre. Bien incorporel, ah ouais, ah voilà, là, les biens incorporels, alors là, en gros, ça va être, moi, je regarde plutôt en anglais, donc j'ai un peu, là, en français, mais après, je vais expliquer en anglais. Donc les biens incorporels, ça va être par exemple tout ce qui est marque. Imaginons que Nestlé il se fasse racheter par une autre boîte et que la boîte elle paye en fait elle va payer les actifs moins les passifs en cash et après elle va payer un surplus et ce surplus c'est ce qu'on appelle les biens incorporels. Donc ça peut par exemple être l'image de marque de la société. Donc c'est vraiment quelque chose de subjectif. En général c'est quelque chose qui est plus bas que enfin, ça te donne juste un ordre d'idée, mais c'est vraiment, tu peux tout faire rentrer là-dedans, donc c'est pas très vrai, c'est pas très précis. Mais voilà, après c'est pour les comptables qui veulent ça. Donc, voilà, ça on a vu les actifs non circulants, ça c'est les actifs totaux. Ici tous les actifs. Donc vous avez compris ce que c'était que les actifs. Maintenant on va voir les passifs. Donc les passifs c'est tout ça là. Donc c'est ce que l'entreprise elle doit aux autres. Donc l'idéal c'est que les passifs soient en dessous des actifs, on va le voir plus tard. Et donc c'est-à-dire que ce qu'on lui doit est supérieur à ce qu'elle possède est supérieur à ce qu'on lui doit. Enfin, dans les actifs il y a aussi ce qu'on lui doit, il y a aussi ce qu'on lui doit. Mais donc on va dire ce qu'elle possède et ce qu'on lui doit est supérieur à ce qu'elle doit aux autres quoi. Donc voilà, donc là on voit les créances, les passifs. C'est bizarre, créance, j'aurais dit dette, j'aurais pas dit créance. Parce que créance, en général, c'est ce qu'on doit à l'entreprise. Donc faudrait checker sur internet, mais là, vu que c'est dans passif, ça doit être vraiment ce que l'entreprise doit. Donc c'est assez bizarre. Donc je pense que ça doit être la dette, ça. Total des passifs à court terme, c'est ça? Je vois plus la suite. Après, faut lire. De toute façon, c'est en français, hein, vous cherchez. Moi, je vais expliquer en anglais après. Après, ça, c'est les. Ah, ouais, donc, ah oui, les passifs à court terme, ça c'est important de savoir. Les passifs à court terme, ça va être en fait la dette, enfin tout ce que l'entreprise elle doit au cours des 12 prochains mois. Donc là, elle doit rembourser 39 milliards de dollars. Ça, c'est passif non à court terme, donc ça veut dire plus de 12 mois. Donc c'est ce qu'elle doit rembourser au-delà de 12 mois. Donc là, on voit qu'il y a les impôts, 2 milliards d'impôts. Il y a des passifs
tout ça c'est les passifs. Donc on voit que au bout de 12 mois, elle doit rembourser 39 milliards. Et au bout de... Ouais, c'est ça, les créances, je pense que c'est de la dette qu'elle doit payer. Et au bout de plus de 12 mois, elle doit rembourser passif à long terme. Merde, c'est cool. C'est où ça? Passif d'info. Ouais, voilà. Ça c'est à court terme. Ça c'est passif totaux. Je sais pas. C'est après long terme. Mais... Je sais plus, mais je croyais. Ah ouais, c'est là, c'est là. Passif dette à long terme, par exemple, c'est la dette après 12 mois. Voilà. Là, on est dans les passifs à court terme. Là, les passifs à... Total des passifs à court terme, voilà. Passif Toto, ça va être tous les passifs à long terme et à court terme. Et donc là, on va rentrer dans le vif du... Enfin, pas le vif du sujet, mais... voilà. Là, ça va être les actions, en fait, ordinaires, en fait, qui sont... Normalement, je pense pas que ce soit détenu par l'entreprise, parce que sinon, ils auraient mis un terme. Mais en gros, c'est le nombre d'actions que l'entreprise, qui sont disponibles sur le marché, en fait. Ça, c'est les bénéfices, c'est les passifs, là, les bénéfices non répartis. Ah non, c'est dans capitaux propres, ok. Ok, je vois. Donc les bénéfices, ok, d'accord. Ok, on est dans un truc, ok. Action ordinaire, bénéfices non répartis. Les bénéfices non répartis, bah, c'est des bénéfices qui n'ont pas été... ça doit être qui n'ont pas été donnés aux actionnaires, je pense. Peut-être ça doit être... Ça, je sais pas trop, faudrait regarder. Mais en tout cas, capitaux propres, ça c'est important. En fait, la différence entre les actifs et les passifs. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais c'est equity. Donc c'est-à-dire que en gros tu vas prendre les actifs, tu vas soustraire les passifs et tu vas avoir des capitaux propres. Donc en gros, normalement si l'entreprise elle fait faillite, c'est la somme que les actionnaires ils devraient récupérer, voilà, après avoir remboursé tous les dettes et tout revendu. Voilà, donc faut que ce soit positif en général. Moi j'aime bien que ce soit... ce qui est bien c'est que ce soit... en gros faut que les passifs ils soient... Enfin les actifs ils soient 2 fois plus élevés que les passifs. Là t'es sûr que c'est stable, mais après c'est pour se donner un ordre d'idée quoi. Donc ça c'est l'addition des passifs et des capitaux propres. Ça je sais pas pourquoi ils mettent ça. Mais... Voilà, maintenant on va avoir le flux de trésorerie. J'aurais pu prendre plus simple comme action parce que là il détaille vraiment à fond. Bon, bah les bénéfices, vous savez ce que c'est. Dépréciation, amortisation, vous savez ce que c'est aussi. J'ai déjà expliqué. Rémunération à base d'actions. Euh, ok, ça veut dire qu'en gros, ils doivent... je sais pas si c'est le nombre d'actions ou le nom ou la somme en... Je pense que ça doit être la somme en dollars. Donc 123 millions de dollars d'actions qui ont donné... donc ça doit être à leurs employés, quoi. Après, le fonds de roulement, oula. Le fonds de roulement en français, je sais plus ce que c'est. Voilà. Après inventaire, bah l'inventaire quoi, vous savez ce que c'est. Là c'est négatif parce que je pense que ça veut dire qu'ils achètent de l'inventaire du coup. Autres fonds de roulement, bah ça il va être les fonds de roulement à plus large terme je pense. Ça c'est les trucs non monétaires donc ça va être les trésorerie nette. Tout ce qui n'est pas argent quoi, donc en trésorerie. Donc ça c'est la trésorerie nette, donc c'est ça tient compte de tout ça en fait, vous faites l'addition. Donc ça tient compte des bénéfices, dépréciation, blablabla, rémunération, variation de fonds de roulement, inventaire, tout ça. Parce qu'en fait, ouais, ça en fait, ça veut dire que, je pense que ça veut dire qu'au bout d'un moment, la société en fait, elle a perdu 385 millions. Voilà. Flux de trésorerie provenant d'opérations d'investissement. Ah ouais, maintenant après, il y a les opérations d'investissement et
Enfin, c'est financement ça, non? Exploitation, ouais. Donc ça, c'est en gros, c'est l'argent qui va être utilisé par l'entreprise pour investir dans de nouvelles opérations, par exemple dans de nouvelles usines et tout. Ça, c'est la variation de trésorerie nette. Voilà. C'est-à-dire que la variation de l'argent, en fait. Ça va être l'argent qu'il y avait en début de période dans les caisses. Ça, c'est l'argent qu'il y a eu en fin de période. Donc on voit que, tu vois, tu as de l'argent au début. Là, ils avaient 7 milliards, ils ont dépensé 2 milliards cette année. Ils se retrouvent à 5 milliards de trésorerie. Flux de trésorerie disponible. Flux de trésorerie d'exploitation. Ça, c'est moins les... Ouais, flux de trésorerie. Bah, ça c'est les, ça tient compte en fait, bah, comme son nom l'indique, des flux de trésorerie, donc de l'argent qui est rentré dans l'entreprise en fait. Donc ils ont reçu 10 milliards cette année, et après ils peuvent utiliser cet argent. Donc en gros, normalement, si tu prends les, les flux de trésorerie ici, attends. Activité d'exploitation, tu prends ça, tu soustrais ça, dépenses d'investissement du coup, et tu tombes sur ça en fait. Et en français c'est un peu différent, mais là je vais dire en anglais. Ça c'est le investissement, ça va être dans, si tu achètes des usines par exemple, ou des trucs comme ça. Voilà, ça va déterminer tout ça. Maintenant on va le faire en anglais. En anglais, ça je connais un peu plus. Total revenu, c'est les revenus totaux. Ouais. Revenus totaux. Cost of revenue, ça va être les coûts de revenus, donc marketing, tout ça. Ça, c'est le profit. Ça, c'est operating expense, ça va être, par exemple, si tu veux acheter des usines, tout ça. Operating income, ça veut dire l'argent qui te reste. Attends, operating. Non, en fait, tu con. Operating expense, ouais, il y a le marketing et tout, ouais. Recherche, marketing et tout. Ok. Donc, c'est en fait ce qui t'a été l'argent que tu as dû dépenser pour générer. euh, Par exemple, tu as dû dépenser en marketing, tu as dû dépenser en tout ça. Et après tu obtiens operating income. Ensuite, net non-operating interest, bah, c'est les intérêts quoi. Ça c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça c'est les revenus avant les taxes. Pre-tax income, ça c'est les taxes. Ça c'est net income. Ah ça c'est les futures taxes à payer je pense. Ça c'est net income. Donc c'est les revenus nets pour les actionnaires stockholders. Après ça c'est les revenus dilués, je sais pas ce que ça veut dire dilué. Là on voit que c'est la même chose, tout à l'heure aussi c'était la même chose, mais EPS c'est les bénéfices par action. Ça va, on s'en fout. Ça c'est le nombre d'actions en circulation. Voilà, c'est les coûts. Interest income, c'est en fait c'est-à-dire que l'entreprise elle reçoit des intérêts en fait là, parce qu'elle a prêté, elle a dû prêter de l'argent à quelqu'un quoi. Et ça c'est l'entreprise qui doit payer des intérêts. Ça, c'est ses intérêts, quoi, total, si on fait la somme, quoi. Enfin, si on prend ça, on soustrait ça. Ça, c'est les bénéfices avant taxe. Ça, ça sert à rien, ça, c'est ce qu'on avait dit. EBITDA. Ensuite, reconciling cost of revenue. C'est le prix, le coût que ça lui coûte pour générer ses revenus. Ça, c'est la dépréciation. Ça, c'est le net income. Enfin, on continue. C'est les revenus nets. Total unusual item excluding goodwill. Goodwill, c'est
En gros, goodwill, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est par exemple les marques et tout, ce qui n'est pas, ce qu'on peut pas toucher en gros. Je sais plus comment il disait en français, mais voilà, EBITDA, on s'en fout. Tax rate, enfin calque, je sais pas. Tax rate usual item, je sais pas ce que c'est ça. Ouais, déjà si on comprend les bases, c'est bien quoi. Ensuite, bah là c'est la même chose que j'ai dit tout à l'heure. Assets c'est les actifs, liabilities c'est passif, equity c'est les capitaux propres. Total capitalisation, c'est la capitalisation totale de l'entreprise sur le marché. C'est-à-dire que si chacun revend ses actions au prix actuel, ça fera 45 milliards. Ça, c'est le... Ah, c'est bizarre ça. Common stock equity. Non, je pense que, à mon avis, c'est pas ça en fait. Ça doit être... Je vois pas la différence entre les deux. Mais en tout cas, common stock equity, c'est c'est ce que les capitaux propres de l'entreprise, donc actifs moins passifs, et, multiplié par le, enfin, c'est ça, c'est actif moins passif. Ouais. C'est la même chose que normalement c'est la même chose, c'est l'equity quoi, c'est les capitaux propres quoi. Voilà. Après ça, les actifs tangibles, là c'est négatif, ça veut dire que, je sais pas ce que ça veut dire. Actif tangible négatif. Ça veut dire que je ne sais pas ce que ça veut dire. Working capital, tout ce qui est investissement, book value. Book value en fait ça va être ah ouais la book value c'est important. Ça va être le total book value tangible. Tangible, je sais pas, mais la book value, en gros, c'est la valeur comptable. En gros, si tu prends actif moins passif, c'est l'equity, mais euh, normalement, c'est par rapport au nombre d'actions. Donc, tu vas diviser par le nombre d'actions. Mais là, je sais pas, c'est un peu bizarre parce que tu obtiens 5 milliards. Je sais pas ce que c'est. Après, bah, la dette, ça, total dette, ça c'est la dette nette. Ça, c'est les actions émises totales. Ça, c'est les actions, parce qu'il y a plusieurs types d'actions. Tu as des actions normales et tu as des actions prioritaires. Ça, c'est les actions normales, le nombre d'actions normales. Et treasury share, c'est le nombre d'actions que l'entreprise elle détient en fait en interne. Donc ça, on voit que par exemple en France, sur le truc français, c'est pas marqué treasury shares. Et en anglais, c'est marqué. Donc il y a quelques différences, je crois. Operating cash flow, c'est le cash flow généré par l'opération, enfin par les opérations de l'entreprise. Investing cash flow, c'est le cash flow que l'entreprise elle investit. Donc ça va être par exemple dans les usines. Financing cash flow, ça va être le cash flow que l'entreprise elle utilise par exemple si c'est négatif, ça va être par exemple des fois pour rembourser sa dette. Elle va rembourser par exemple 5 milliards de dettes. Et après, elle peut générer du cash flow dans financing. Par exemple, si elle émet des actions, elle va générer du cash parce que elle va vendre ses actions à des gens et ces gens vont lui donner du cash. Donc c'est ça. Enfin, c'est détaillé normalement autre part. Quoi. Ça, c'est le cash que l'entreprise elle a dans sa trésorerie, le cash total. Ça, les capex, ça va être l'investissement dans les usines, par exemple, tout ça. Donc en fait, là en fait dans investing il y a capex. Investing c'est plus large que capex en fait. Insurance of debt ça va être les. Là on voit que l'entreprise elle a émis de la dette, c'est-à-dire qu'elle a emprunté et elle a emprunté 10 milliards. Repayment of debt ça veut dire que l'entreprise elle a repayé 3 milliards de dettes là. Et le free cash flow c'est l'operating cash flow moins les capex. Donc les capex c'est capital expenditures, donc usine. Tu prends l'operating cash flow et moins le repayement de la dette, tu obtiens les capex. Enfin le free cash. Merde, qu'est-ce que je dis? Operating cash flow moins capex et ça fait free cash flow. Et en gros nous, moi ce que je regarde par exemple, ça va être la croissance du free cash flow au cours du temps pour déterminer
un scénario sur l'entreprise en fait. En fait, ces chiffres, ça nous permet de se dire, ok, qu'est-ce que fait l'entreprise? Et après, on va pouvoir aller chercher plus loin. Par exemple, si on voit que l'entreprise, elle est en train de, je sais pas, d'emprunter beaucoup d'argent et de faire beaucoup de capital expenditures, comme bah là c'est le cas par exemple, on peut voir qu'elle emprunte et elle fait elle investit dans, par exemple, ça va être dans des usines. Après, on peut se demander est-ce que ces investissements sont des bons investissements, quoi. Et après, on va creuser, on va voir est-ce que, je sais pas, par exemple, si elle va dans un marché qui est non concurrentiel et avec des grosses marges, on peut se dire que c'est potentiellement un bon investissement, quoi. Ou alors que si, par exemple, l'entreprise, elle, je sais pas, un domaine qui lui fait plus de bénéfices, elle continue d'investir dedans et que ses marges elles diminuent et que ses bénéfices diminuent, on peut dire que c'est un mauvais investissement, quoi. Donc voilà, ça nous permet de nous donner une vision globale, mais après faut creuser un peu plus. Après avec de l'entraînement, moi au début je comprenais rien du tout, je comprends de mieux en mieux, donc faut continuer d'essayer de comprendre, d'essayer de comprendre quoi. En fait il y a des stratégies mais il n'y a pas de tactique en fait. Les tactiques c'est à chacun de déterminer sa tactique. Par exemple, quelqu'un qui va être, je sais pas, qui va être super bon en biologie, par exemple, un des meilleurs, ou même pas un meilleur, mais je sais pas, si tu travailles dans la biologie, par exemple, dans un laboratoire, et bien après, tu peux te dire, j'ai un avantage sur la plupart des investisseurs parce que je m'y connais quand, si t'es bon, en plus si t'es bon, imaginons que tu sois très bon en biologie, que tu sois très bon aussi en business, que tu lis beaucoup de livres sur ça, que tu t'y intéresses, bah c'est de là que va provenir ton avantage. Là, tu peux investir dans des boîtes, par exemple dans la biotech, quoi, biotechnologie ou autre. Mais après, faut pas avoir une vision par exemple, si t'es un scientifique, faut pas avoir une vision que scientifique, faut avoir une vision scientifique, mais aussi euh, une vision business, une vision plus large, quoi. Vision même psychologie, par exemple. Je dis un truc au hasard, par exemple, les vaccins. On peut, je sais pas, par exemple, imagine, tu veux investir dans une entreprise qui vend des vaccins. Tu peux te dire que les gens ont peur des vaccins, et du coup, tu t'y connais en psychologie, tu sais comment mieux faire accepter les vaccins par les gens, et que l'entreprise, elle fait ça, et que les autres, ils font pas ça. Du coup, les gens, ils sont plus chauds pour... ça peut être n'importe quoi, c'est vraiment... Faut garder une vision large, quoi. Donc voilà, le maître mot aussi, c'est d'avoir un avantage aussi. Après, faire des résultats normaux, on va dire, sur le marché, c'est simple, mais faire des résultats meilleur que les autres, c'est plus dur que ce qu'on pense. Parce qu'il faut un avantage par rapport aux autres, en fait, c'est ça. Toujours pareil, c'est pour ça il n'y a pas de règle. Il y a pas de. On n'a rien sans rien, quoi. Si tu veux avoir des résultats supérieurs, il faut, euh, il faut se donner et travailler là-dedans, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, excusez-moi pour. Je vais raccourcir un peu pour simplifier le truc, mais ouais, j'espère que je vous ai donné le goût. Bien que quand j'ai détaillé les chiffres, ça a l'air un peu compliqué et tout. Mais ouais, c'est pas si compliqué que ça en fait, hein. Ok, bon bah, à la prochaine.